Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour marquer les 2 ans de la chaîne. Pour moi, il s'agira de vous partager les bilans personnels et professionnels de l'année qui vient de s'écouler et de vous faire part de certains projets à venir pour celle qui commence. Pour vous, ce sera l'occasion de savoir dans quelle direction la chaîne va s'orienter dans un futur proche et d'avoir une idée sur les sujets qui seront traités, tout en me découvrant grâce à 2 questions que j'ai sélectionnées spécialement pour l'occasion. Vous pouvez bien sûr utiliser l'espace des commentaires afin d'ajouter au corpus celles qui ne seront peut-être pas soulevées ici, ou dans le but d'apporter des précisions sur les réponses que j'aurais pu formuler. Je resterai alerte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens évidemment à vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre. Nous sommes presque 2 fois plus que l'année précédente. Cela me fait énormément plaisir et m'encourage à toujours vous fournir un contenu que j'espère de qualité. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps et qui sont restés malgré mes absences, pas vraiment répétitives mais prolongées, que j'évoquerai un peu plus loin. Merci beaucoup. Commençons donc par le bilan perso-professionnel. Je me plais toujours à écrire et à être devant la caméra, à montrer les épisodes et à faire vivre mon personnage. J'ai assurément gagné en aisance et en naturel, en rythme également. Désormais, je peux vous offrir des montages plus énergiques. Je commence à insérer des fiches, les vidéos fonctionnent de plus en plus ensemble et font partie d'un tout. Je perfectionne la qualité du service en vous proposant de vous abonner ou de revoir des vidéos anciennes dans les écrans de fin. Sans oublier que la chaîne a vu apparaître un nouveau format ainsi que le premier épisode hors série de son histoire. Mais cette année a été plus difficile que la première. Je me suis en effet montré un peu trop enthousiaste en voulant faire énormément de choses et j'ai ainsi perdu du temps dans la production de plusieurs épisodes. Notamment ceux de La Critique, une émission qui a donc subi une interruption très longue entre Delacroix au Louvre et l'âge d'or de la peinture anglaise, alors que j'ai visité bien d'autres expositions qui n'ont pas eu droit à leurs vidéos. Il y a principalement 2 raisons à cela. La première, c'est que j'ai mésestimé l'écriture et le tournage d'un vaste projet qui n'est toujours pas achevé à l'heure où je tourne cette vidéo, la biographie de Leonardo da Vinci. Mais j'ai pris du retard afin de vous donner peut-être le meilleur de ce que je pouvais vous offrir à ce moment. Cela s'est traduit par des mois de recherche, en images, en informations, ainsi qu'en réflexion et en doute. Pour résumer, j'ai pris du temps que je n'avais pas. Je m'y suis mal pris. Si le tournage des 2 dernières parties n'est toujours pas prévu à l'heure actuelle, j'ai toutefois bon espoir concernant l'achèvement de cette biographie. L'expérience ne m'a pas dégoûté, loin de là, car ce n'est pas en fuyant ces problèmes qu'on arrive à les résoudre, c'est même en battant le fer qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc cette année, j'ai décidé de tenter de vous offrir 3 nouvelles biographies d'artistes que je finirai de publier d'ici 2043. Ces biographies seront celles de Raffaello Sanzio pour le mois d'avril, de Gustave Courbet pour le mois de juin et de Michelangelo Merisi, dit Il Caravaggio, pour le mois de juillet. La seconde raison, c'est que je suis en train de faire des études, que mon temps de production est donc limité par mes cours, avec tout l'investissement que cela nécessite et la durée conséquente de mes trajets pour me rendre à ces cours. C'est un travail énorme que j'ai eu du mal à concilier avec l'activité de la chaîne, certains cours allant jusqu'à 21h, et qui m'empêchent souvent de tourner un numéro en une seule fois. J'essaie seulement que vous ne vous en rendiez pas compte. Et c'est sans parler de l'épuisement physique et mental que ce genre de planning peut engendrer. Bref, j'ai décidé de réparer mes erreurs en réalisant tous les épisodes de La Critique que j'avais prévu de faire, ne serait-ce que par respect pour les personnes que j'ai fait attendre pendant plusieurs mois. En revanche, je n'ai pas de précision concernant leur date de sortie ou leur ordre. Il s'agira de Caravaggio à Rome, Amis et ennemis, au JA, de Louis-Philippe à Versailles, au château de Versailles, des collections privées tenues au Marmot, d'Alphonse Maurras paru au Mulux, et de Picasso bleu et rose du musée d'Orsay. Pour des raisons évidentes, les épisodes de La Galerie, une émission qui est littéralement la vitrine de mes expressions artistiques, sont suspendus jusqu'à ce que mes priorités soient traitées, et j'en suis navré. Sur une note autrement plus joyeuse, les épisodes d'Iconologia, eux, ne souffriront pas de ces projets. De très nombreux numéros sont déjà écrits, certains sont même déjà tournés, et ils continueront de sortir régulièrement en suivant les intérêts de la chaîne. De son côté, Depitura va sans doute bénéficier d'une parution plus soutenue qu'auparavant, dans la mesure où je vais essayer de sortir un épisode par mois, excepté les mois qui sont impactés par des biographies. Je poursuis activement la préparation de nouvelles émissions afin de diversifier l'activité de la chaîne, notamment une qui s'intitulera « Dans l'art », qui s'interrogera sur la présence et le rôle de certains animaux, ou objets pourquoi pas, dans différents supports de production artistique, toute époque confondue. Et enfin, les Index, une émission aux épisodes courts qui se voudra un outil précieux à la compréhension du vocabulaire employé dans l'histoire de l'art. Aussi, n'hésitez pas à me faire des suggestions d'épisodes, que cela soit pour ces 2 projets ou des émissions déjà existantes, car je souhaite vous être le plus utile possible. Ceci fait, passons sans plus attendre aux 2 questions que j'ai volontairement prises pour les 2 ans.
Quelle est ma période de prédilection? Alors cela fait quelques années, surtout avec le début de mes études, que je me plais à aborder des œuvres d'époques et de régions différentes. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre des choses, d'accumuler du savoir, et depuis que j'ai ouvert cette chaîne, de vous le transmettre. Si cette question porte donc sur le terrain des courants artistiques, comprenez le rococo, le romantisme ou encore le baroque, je n'ai pas de mouvement préféré, car ces appellations sont des cases, des idées fausses et donc des impasses intellectuelles. Maintenant, si cette question concerne une période plus globale de l'histoire de l'humanité, je ne peux pas, indépendamment de l'éducation que j'ai reçue, empêcher mon goût purement personnel d'intervenir. La préhistoire, fascinante mais inexistante dans mon enseignement. L'Antiquité fondatrice mais lointaine, difficile à aborder. Le Moyen-Âge, attrayant. La Renaissance, magique. Le Grand Siècle, évident. Les Lumières, passionnantes. Celui des guerres mondiales, désespérant mais fascinant. Et le siècle actuel, aberrant. Mais vous vous en êtes certainement douté par mon style vestimentaire, ma barbe, mes moustaches, ou simplement par le fait que je l'ai volontairement passé sous silence dans mon énumération. J'ai une affection toute particulière pour le 19e siècle. Je portais même un chapeau haute forme fut un temps. Il me va toujours ? Mais pourquoi ce siècle me plaît-il? L'élégance vestimentaire, les grands auteurs comme Zola, Hugo, Balzac, mais aussi Dickens, le Londres victorien, sans oublier l'épopée napoléonienne, le très chic Second Empire. Certains disent que je suis bonapartiste. Et je ne leur en veux pas. Ce n'est pas tout, dans l'enfance j'ai été bercé par l'adaptation des Malheurs de Sophie en dessin animé, paru de la fin décembre 1998 à mars 1999. Naturellement, l'architecture de fer, les locomotives à vapeur, les bâtiments en briques des usines, Manet, Millet, Corot, Delacroix, Turner, Monet, Cole, Géricault, Constable, Renoir, Hokusai, Waterhouse, Seurat, Millais, Bouguereau, Van Rohr, Gérôme, David, Rodin, parmi les plus connus, font partie de mon imaginaire, de ce paysage sacré pour moi qui constitue de fait mon identité. Et donc la façon dont je m'habille. Puis-je choisir l'un des artistes que j'ai cités? Honnêtement, j'en serais incapable. Le travail des artistes sur la mise en page est-il prédéfini ou instinctif? Excellente question méritant que l'on s'y attarde et qui apporte toutefois, sans en avoir peut-être conscience, déjà un élément de réponse dans la formulation. Ce que l'on appelle la mise en page, mais que l'on devrait plutôt désigner sous le terme de composition, fait l'objet d'un travail, ce qui implique qu'elle est établie, voulue en amont par l'artiste, et donc prédéfinie. Le processus de production d'une œuvre d'art est long, complexe, passe par de nombreuses étapes avant même de commencer à exécuter une forme sur un support final quel qu'il soit. Il y a tout d'abord la volonté du commanditaire, s'il y en a un, qui fixe un thème, puis de l'artiste qui va rendre ce thème réalisable. Le sujet peut bien évidemment être varié, mais dès lors que l'artiste est chargé de représenter l'un de ces thèmes, le processus s'enclenche. Il y a tout d'abord un travail de préparation qui consiste à se documenter si besoin, contexte, détails historiques, puis une recherche de motifs à proprement parler. Pour un paysage, le peintre peut choisir de se rendre sur place, si le lieu existe, ou de l'inventer totalement s'il est trop lointain, dans le temps ou l'espace, voire fictif, type le Jardin d'Éden. Oui. Avec les portraits, c'est encore plus perceptible. Il y a la pose du portraituré, mais d'autres modèles peuvent intervenir, même nus, pour étudier la position du corps et l'impact qu'elle aura sur les habits. Ensuite, il y a les études plus ou moins poussées sur les drapés, etc. Même chose pour la nature morte, où la disposition des objets trahit souvent un désordre précisément voulu par l'artiste, dans le but de tester ses capacités et mettre à l'épreuve ses facultés techniques. Deuxième point qui me permet de dire que la composition est un élément indispensable à la réalisation d'une œuvre, c'est un artifice qui permet d'attirer l'attention des spectateurs. Lorsque le système d'accrochage était au touche-touche, un artiste devait rivaliser d'inventivité ou de dextérité, dans le maniement du pinceau, la luminosité, mais aussi dans l'organisation générale afin d'être clair et attirant. Tout cela dans le but de se démarquer des autres artistes, parce que le salon était, jusqu'aux impressionnistes, le seul moyen pour eux de se faire connaître du public et donc de s'attirer des commandes. Avec un tel enjeu, vous vous doutez que l'agencement des personnages n'est jamais dû au hasard et participe pleinement à la présentation efficace d'une scène. C'est véritablement un art dont le but est de transmettre un message, de conter le mieux possible une histoire. Évidemment, l'artiste ne va pas jusqu'à définir la forme et la taille du plus petit brin d'herbe, mais il doit toutefois avoir une conscience, certes générale, mais relativement précise de son œuvre. Exactement comme un réalisateur qui suit le script d'un film. Il doit diriger les acteurs, leur indiquer l'intonation de voix qu'il souhaite, et les rapprocher d'une certaine gestuelle, tout en capturant une image de la scène selon un angle précis pour pouvoir véhiculer une intention. Je vais profiter de cette très longue réponse pour aborder un point essentiel de la chaîne. La composition est un travail, et en même temps cela n'en est pas. Par exemple, lorsque l'on prend en photo quelque chose ou quelqu'un, la plupart d'entre nous fait déjà un effort de composition.
en cherchant à mettre l'objet photographié encore plus en valeur, selon un point de vue avantageux, en tenant compte de la lumière, de la portion qui l'intéresse, détail ou vision d'ensemble. De même, nous avons tous également cette notion de photographie gâchée, soit parce que l'on a tremblé et que l'objet n'est pas exactement où on le voulait, ou parce qu'un élément extérieur est rentré dans le champ, une personne qui serait passée tout d'un coup. Dans le travail de composition, il y a donc une grande marge d'improvisation et d'incertitude, qui sont guidées tout simplement par notre goût et notre conscience de vouloir bien faire. L'artiste, lui, peut faire appel au dernier moment à sa capacité de jugement, ce qui peut expliquer les repentirs qui peuvent survenir dans la toute dernière étape. De même, les personnages qu'il intègre dans sa composition très calculée peuvent, et doivent, je pense, ne pas correspondre au millimètre près à l'espace qui leur est dévolu, ne serait-ce que pour permettre à l'œuvre de ne pas sonner trop contrôlée alors qu'elle l'est totalement, tout en apportant une certaine part de naturel et de désordre logique. Non, un bras tendu n'est pas une ligne droite, il peut être orienté par elle mais ne sera jamais droit lui-même. Le volume bombé de l'épaule ou du biceps le lui interdira. Par conséquent, les lignes de force que je vous présente dans l'émission des Pictura ne sont là que pour vous faire voir que les œuvres mettent du temps à se préparer, tant sur le support que dans l'esprit. Il y a une réflexion sur l'éclairage, la construction laissée visible, mais aussi la construction mentale induite par le format ou la dissimulation volontaire de l'artiste. Ce que je veux démontrer pour toutes les œuvres d'art, c'est d'abord cet aspect très réfléchi et surtout cette science, mais qui relèverait peut-être plus de l'instinct, qui déterminerait les raisons optiques pour lesquelles chacun peut être attiré, interpellé par une image, soit par intelligence, soit par instinct encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo célébrant les 2 ans de la chaîne. Je vous remercie encore une fois de me suivre et de me laisser des commentaires de plus en plus nombreux. Nous nous revoyons samedi si tout va bien pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.